L'année 2020 a été éprouvante pour tous, mais pour le peuple sahraoui, elle a été particulièrement dure. Durant cette période, l'armée marocaine est intervenue dans une zone démilitarisée qui est en théorie contrôlée par la MINURSO, une mission des Nations Unies au Sahara occidental. Le Front Polisario, le mouvement nationaliste sahraoui, a tout de suite réagi en annonçant la fin du cessez-le-feu qui était officiellement en place dans la région depuis 30 ans. Une suspension provisoire des hostilités car on leur avait promis un référendum d'autodétermination. Mais ses alliés, Fidel Castro et Muammar Kadhafi, ne sont plus de ce monde. Le Maroc a réintégré l'Union africaine en 2017 et l'avait quittée en 84, ou en tout cas son ancêtre, l'OUA, pour protester contre l'adhésion de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. La situation présente donc un risque non négligeable de détérioration qui pourrait éventuellement conduire le Maroc à une guerre avec son voisin algérien, éternel soutien du Front Polisario. Une situation explosive et ce fut Donald Trump qui alluma la mèche. Aujourd'hui, j'ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La proposition d'autonomie faite par le Maroc est sérieuse, crédible et réaliste. Elle est la seule base pour une solution juste et durable pour la paix et la prospérité à long terme. La reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est un énorme pas en avant pour l'amitié maroco-états-unienne. Quelle est aujourd'hui la situation au Sahara occidental? Pour quelles raisons les États-Unis ont-ils fait cette faveur à la dynastie alawite? Et surtout, quel impact pour l'Europe? Pour comprendre le présent, il faut d'abord regarder en arrière. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. La marche verte. Le Sahara occidental représente une superficie de 266 000 km², soit la moitié de la France, mais nettement plus que la moitié du Maroc. Il ne présentait pas grand intérêt, tant pour les anciennes puissances coloniales que pour le régime marocain. Jusqu'à la fin du 19e siècle, lorsque les Espagnols y ont établi une ville portuaire, Villa Cisneros, connue aujourd'hui sous le nom de Dakhla. Les disputes coloniales ont gagné en intensité au cours de cette période. Les Espagnols ne voulaient pas être laissés pour compte dans le partage de l'Afrique entre les puissances coloniales européennes et ont revendiqué durant 90 ans la souveraineté de l'Espagne sur le Sahara occidental. Les Sahraouis, un peuple nomade, ne se sont pas spécialement inquiétés de l'arrivée massive de colons espagnols qui se cantonnèrent aux littoraux. Des littoraux très propices à la pêche d'ailleurs. Sous la dictature de Franco, les Espagnols ont commencé à explorer les sous-sols à la recherche de pétrole mais n'ont pas trouvé de gisements importants. Mais en 63, l'Espagne découvre du phosphate à Bukra. Les phosphates, des sels d'acide phosphorique, sont primordiaux dans la production d'engrais minéraux, très utiles pour l'agriculture. La découverte de gigantesques gisements à Bukra a permis à l'Espagne de se positionner sur ce marché très concurrentiel. Et qui était le principal exportateur de phosphate à l'époque? Je vous le donne dans le mille, le Maroc. Or, le comité spécial de la décolonisation, un organe des Nations Unies, avait déjà inclus le Sahara occidental dans la liste des territoires à décoloniser. D'autre part, des mouvements nationalistes sahraouis, tels que le Front Polisario, faisaient leur apparition. L'un de leurs atouts, le boycott des excavations de mines de phosphate à Bukra. Il y a aussi l'appui de l'Algérie sous Ben Bella puis Ouari Boumedienne, galvanisé par sa toute nouvelle indépendance gagnée sur la France et fier de son rôle phare dans la lutte anticolonialiste. Vous pouvez imaginer la frustration de l'État espagnol assis sans le savoir sur une manne financière pendant plusieurs décennies. Face aux violences, l'Espagne perd progressivement le contrôle du Sahara occidental. Le Royaume d'Espagne finit par accepter d'organiser un référendum d'autodétermination en 1975. Pour ce faire, l'État espagnol commence un recensement. Oh oh, c'est un détail qui va beaucoup compter. Mais les plans de l'Espagne furent bouleversés par la marche verte. Le 6 novembre 1975, le roi du Maroc, Hassan II, ordonne à 350 000 civils marocains de se rendre à la frontière sud pour entamer une marche. Il souhaitait ainsi occuper la colonie espagnole. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. Malgré la condamnation de la marche verte par l'ONU, son succès fut immédiat. En l'espace d'une semaine, les accords de Madrid se sont matérialisés. Ce traité prévoit le retrait de l'Espagne et laisse au Maroc et à la Mauritanie le soin de se partager le territoire. Il faut savoir que la même année, la Cour internationale de justice avait reconnu la proximité historique entre le royaume alawite et le Sahara occidental à l'époque précoloniale, mais avait aussi conclu que le droit à l'autodétermination primait.
L'Espagne quitte définitivement le Sahara en février 1976. Le Front Polisario proclame alors la République arabe sahraoui démocratique et déclare la guerre aux envahisseurs. Les résultats initiaux sont mitigés. La Mauritanie est rapidement vaincue. Celle-ci ne s'obstine pas pour conserver son tiers sud du Sahara occidental et se retire en 1979. Mais la nature a horreur du vide. Le Maroc a immédiatement comblé l'espace laissé par la Mauritanie. Le roi Hassan II fit de l'occupation du Sahara occidental son plus grand succès politique et économique en affirmant son statut dominant dans le commerce international de phosphate. Or, la monarchie marocaine, très sévère avec ses sujets, les années de plomb, fut encore plus répressive contre les Sahraouis. Il eut recours au napalm et au phosphore blanc, poussant ainsi les Sahraouis à fuir vers des camps de réfugiés situés sur le territoire algérien. Ils sont aujourd'hui près de 174 000, dont 93 000 rien qu'à Tindouf, côté algérien de la frontière. Le Maroc intensifia en parallèle les opérations militaires contre les guérilleros du Polisario. Il érigea le Berm, une muraille de sable composée de 8 tronçons différents étalés sur 2700 km. On y trouve des fortifications, des bunkers, des clôtures et des champs de mines. Ça n'a pas dissuadé le Front Polisario de mener la lutte jusqu'en 91. L'ONU a alors obtenu un cessez-le-feu fondé sur la promesse faite aux Sahraouis d'organiser un référendum. Jusque-là, le territoire du Sahara occidental serait officiellement supervisé par la MINURSO, un cessez-le-feu très avantageux pour le régime alawite. Du fait du Berm, 2 tiers du territoire disputé étaient sous domination marocaine. Les 2 tiers les plus riches en ressources naturelles. Le tiers oriental, le plus inhospitalier, est revenu au Front Polisario. Sauf que les années passant, le référendum est tombé dans l'oubli. Le Maroc a même bâti une route traversant le Sahara occidental jusqu'en Mauritanie. Aujourd'hui, le Maroc détient 80% du Sahara occidental. Mais en novembre 2020, les Sahraouis ont organisé un sit-in pour couper cette route et furent évacués par l'armée marocaine. Le Front Polisario interprétait cette réponse comme une agression et annonça la fin du cessez-le-feu. La situation s'envenima dans l'indifférence générale jusqu'à ce que Donald Trump vienne jeter de l'huile sur le feu. Il n'en était d'ailleurs pas à son coup d'essai, il avait déjà reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en 2017, la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan et la légalité des colonies israéliennes en 2019. Pourquoi je vous parle d'Israël ? Les accords d'Abraham. Les États-Unis et le Maroc ont toujours eu de bonnes relations. Au XVIIIe siècle, plus précisément en 1777, le sultan du Maroc Mohammed III fut le premier dirigeant à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ces 2 pays ont même signé un traité d'amitié qui est encore en vigueur aujourd'hui. Même que le consulat états-unien de Tanger fut la première propriété acquise par Washington à l'étranger. Mais la décision de Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental va absolument à l'encontre de la politique états-unienne en la matière. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette prise de position qui a bouleversé le statu quo ? Le Maroc est le dernier pays à normaliser ses liens avec Israël dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis. L'isolement d'Israël par les pays arabes était la norme pour prouver leur soutien à la cause palestinienne. Jusqu'en 2020, seuls 2 pays arabes avaient des relations diplomatiques avec Israël, l'Égypte et la Jordanie. Puis, 4 pays arabes de plus ont normalisé leurs relations diplomatiques. Le Bahreïn et les Émirats arabes unis, rejoints ensuite par le Soudan et le Maroc. En échange de la normalisation des relations avec Israël, les Émirats arabes unis ont obtenu le feu vert de Washington pour acquérir des chasseurs F-35 et des drones. Le Soudan, lui, obtint une aide financière et fut retiré de la liste des États qui parrainent le terrorisme. Quant au Maroc, ce dernier a toujours entretenu des relations cordiales avec Israël, même si discrètes et informelles. Environ 250 000 juifs vivaient au Maroc lorsque fut fondé l'État d'Israël en 1948. Beaucoup d'entre eux ont alors émigré vers l'État hébreu. Aujourd'hui, on estime qu'1 million de citoyens d'Israël ont des origines marocaines. Avant le Covid, 50 000 Israéliens choisissaient le Maroc comme destination de vacances, même si leur vol devait faire une escale de 30 minutes à Malte pour entretenir la fiction selon laquelle il n'y avait pas de vol direct entre les 2 pays. Les négociations entre l'administration Trump et le régime alawite se résumeraient à quelques mots. La reconnaissance d'Israël par le Maroc contre celle par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ça, plus quelques contrats d'armement. Comme les Émirats arabes unis, le Maroc aurait accès aux F-35 et quelques autres équipements. Au lendemain de l'annonce de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, on a eu droit à ce gros titre. Exclusif, l'administration Trump procède à un contrat d'armement marocain d'1 milliard de dollars. Certaines voix se sont élevées contre l'ex-président états-unien doublement mis en accusation. Jim Inhofe, l'actuel sénateur états-unien de l'Oklahoma, pourtant républicain, a pris la défense du peuple sahraoui dans l'un de ses discours au Capitole. The Sahrawi people have their right to decide what their own future is going to be. The president has been poorly advised by his team. He could have made this deal without trading away the rights of voiceless people.
la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental et l'accès aux derniers armements de conception états-unienne n'ont pas suffi au roi Mohamed VI. Selon le New York Times, la Maison-Blanche a aussi conclu un pacte commercial avec le Maroc. L'administration Trump était prête à aider à faciliter jusqu'à 3 milliards de dollars d'investissement dont une grande partie était destinée aux banques marocaines, aux hôtels et à une entreprise d'énergie renouvelable appartenant au roi. Le Pentagone a même envisagé un temps de déplacer une importante base navale américaine de Rota en Espagne au Maroc. 2 janvier 2021, annonce de l'éventuel transfert de la base de Rota Espagne au Maroc. Les médias du pays voisin prennent le déménagement pour acquis et affirment que l'installation militaire serait déplacée dans le Sahara. Alors depuis, l'ambassade états-unienne de Rabat a démenti la rumeur, mais ces suspicions reflètent malgré tout la nette amélioration de l'entente maroco-états-unienne. Sur le long terme, ce rapprochement pourrait encourager le Maroc à réaffirmer ses revendications territoriales sur les territoires espagnols, des territoires comme Ceuta et Melilla. L'expansionnisme marocain. L'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental est techniquement réalisable, sauf que le Maroc ne souhaite pas renoncer au territoire ou aux ressources naturelles qui s'y trouvent. Du coup, ils ont coupé la poire en deux en proposant un compromis, l'intégration du Sahara occidental au Maroc contre le statut de région autonome. Une autonomie toute relative, vous vous doutez bien. Sauf que le référendum d'autodétermination s'est enlisé et que même les États-Unis semblent avoir jeté l'éponge. Le référendum n'a jamais eu lieu en raison d'un désaccord entre les autorités marocaines et les représentants du Front Polisario. Un désaccord qui portait sur qui aurait le droit de vote. Le Front Polisario préconise que soit retenu le recensement espagnol de 1974 qui établit qui sont les Sahraouis. Or, le Maroc suggère de donner une voix aux actuels habitants du Sahara occidental. Bah oui, ça fait plusieurs décennies que le Maroc a installé des citoyens marocains dans la région, notamment à travers des programmes de subvention et d'exonération fiscale. Du coup, la majorité de la population du Sahara occidental est aujourd'hui marocaine. Le Maroc a tout intérêt à garder la mainmise sur le Sahara occidental. Son amitié publiquement affirmée avec Israël lui permet de bénéficier du savoir-faire israélien dans le domaine agricole en milieu aride ou désertique. L'un des principaux architectes des accords d'Abraham est un membre éminent de la communauté juive marocaine. Il s'agit de l'homme d'affaires dans l'industrie agroalimentaire Yariv El-Baz, dont les affaires fructifient en Israël, et très proche de Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères. Et oui, on la retrouve, la racine de tous les mots, l'oseille. Ces accords ne sont pas uniquement politiques, ils coïncident avec des intérêts commerciaux et militaires qui concernent entre autres le réarmement du Maroc. Une stratégie que Rabat met en œuvre depuis quelque temps déjà. Le Maroc a fait l'acquisition d'armements états-uniens tels que le char M1 Abrams, des chasseurs F-16, des canons d'artillerie M109. Rapport 91% des importations d'armes du Maroc sont de fabrication états-unienne. On vous a parlé tout à l'heure d'un nouvel accord d'une valeur d'1 milliard de dollars. Il permet au Maroc de se fournir 4 drones très haut de gamme, le modèle Sky Guardian MQ-9B, dont la portée est de 11 000 km. Un outil qui permet au Maroc de balayer de grandes superficies, que ce soit en mer ou dans le désert. Le Maroc a donc les moyens techniques pour exercer sa souveraineté nouvellement reconnue par les États-Unis, en tout cas sur le Sahara occidental. Le Front Polisario a compris le message. La guerre pourrait reprendre, mais le Front Polisario n'est pas sans alliés. La Mauritanie et surtout l'Algérie, avec qui les relations du Maroc sont exécrables. Pour rappel, on vous avait déjà préparé une belle vidéo sur le gaz algérien et les joutes diplomatiques entre les deux pays voisins. L'Espagne aussi est dans l'embarras. Vu qu'aux yeux des Nations Unies, les accords de Madrid sont nuls, l'ONU considère que l'Espagne est toujours l'administratrice du Sahara occidental. D'ailleurs, l'Espagne est sujette à quelques contradictions. Le gouvernement fournit au Maroc 10,6 millions d'euros en équipement de surveillance pour renforcer les frontières. Évidemment, le Maroc en a fait usage dans les territoires qui sont disputés, mais rien de nouveau sous les tropiques. Le gouvernement de Rodríguez Zapatero avait vendu au Maroc une vingtaine de chars M60 à déployer au Sahara occidental pour un prix symbolique. De toute façon, le Sahara occidental n'est plus d'actualité en Espagne, ou peu. Rabat a créé un autre point de contentieux. Le Premier ministre du Maroc concernant Ceuta et Melilla, ce sont des territoires marocains. Une situation qui a dégénéré en une brouille entre Rabat et Madrid. Une crise diplomatique était survenue suite à l'accueil de Brahim Ghali, le leader du Front Polisario en Espagne. Celui-ci s'y était rendu pour y suivre un traitement médical en lien avec le Covid-19. En réaction, les autorités migratoires marocaines avaient laissé passer ou encouragé en Soum Soum une dizaine de milliers de migrants marocains à Ceuta, l'enclave espagnole. Dans ce conflit, dans un rebondissement surprise, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a fini par se rallier au Maroc. L'Espagne renoue avec le Maroc après un an de brouille.
Madrid abandonne le Sahara occidental. En représailles, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid et a annoncé de nouveaux tarifs pour le gaz qu'elle exporte vers l'Espagne. Une réconciliation hispano-marocaine fragile étant donné les révélations récentes de l'utilisation probable du logiciel israélien Pegasus par les autorités marocaines. Et par la même occasion, la contamination du portable de Pedro Sánchez, le dirigeant espagnol, et accessoirement le premier chef d'État mis sur écoute dans le cadre de ce scandale. Est-ce une coïncidence? On vous laisse en tirer vos propres conclusions. En attendant, l'ONU a nommé en fin d'année dernière un nouvel émissaire pour le Sahara occidental, l'ex-vice-ministre des Affaires étrangères italien Staffan de Mistura. Le poste était resté vacant 2 ans durant. À ce jour, le Sahara occidental est considéré comme un territoire non autonome, le seul en Afrique dont le statut post-colonial reste à définir. Aujourd'hui, Madrid, Washington et Rabat appellent le reste de la communauté internationale, notamment l'UE, à endosser le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine élaboré en 2007. En tout cas, les accords d'Abraham sont en train de s'ancrer dans la région. L'Égypte, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et donc Israël et le Maroc ont annoncé une alliance militaire pour faire barrage à l'Iran. C'est une leçon extraordinaire de réalpolitik. Le Maroc a su se rendre indispensable pour l'UE, tant en matière migratoire que sécuritaire. Le rapport de force est à présent à son avantage et les avantages européens relèguent ainsi le droit international et la cause sahraoui aux oubliettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un like, lâchez un com, faites-la tourner à vos potes et on se dit à la semaine prochaine.